Oui, donc rebonjour à tous pour les personnes qui sont rentrées en cours d'introduction. Le sujet du jour, c'est votre ERP est-il conforme au nouveau règlement? Alors le nouveau règlement, c'est le 2017-745 auquel on pense, hein, le règlement sur les dispositifs médicaux. Mais vous verrez dans la présentation, on ne traite pas que ça. Les démarches sont assez similaires de toute façon entre l'aspect règlement et des dispositifs médicaux et ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on va découper cette présentation en 3 temps avec une petite vidéo au milieu qui interviendra après le deuxième temps. Quelles sont les exigences réglementaires applicables? Quels sont les éléments principaux de la démarche de validation? Il y aura une petite vidéo qui viendra vous donner une vision sur des outils qui peuvent soutenir la démarche de validation. Et puis des points d'attention particuliers sur les ERP, sur des outils qui sont somme toute complexes. Cette petite diapo, juste pour vous rappeler les petits symboles qui vont permettre de suivre la présentation. Donc la première partie sur la réglementation, la démarche de validation et les points particuliers en 3. Alors pourquoi valider? Pourquoi valider? C'est déjà au départ une obligation réglementaire. Pour les dispositifs médicaux, ça va être introduit par l'ISO 13485. Ah, j'ai un appel, mais je ne sais pas ce qu'il faut. Oui, oui. Sorry, I have to leave this conversation. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend parfaitement, Jérôme. Oui, Tu peux continuer et éviter de prendre des appels. D'accord, mais je n'ai pas su qui c'était, donc Bah oui, mais surpris. bref. Oui, donc je parlais de l'ISO 13485 qui explicite le besoin de valider les outils, et puis la méthodologie qui est plutôt exposée dans l'ISO OTR 80002-2. La validation des logiciels qui sont utilisés pour soutenir les systèmes qualité du dispositif médical. Vous avez la même chose au niveau des bonnes pratiques de fabrication qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique avec l'annexe 11, système informatisé. Et pour les gens qui commercialisent des dispositifs ou des médicaments aux États-Unis, vous avez le 21 CFR Part 11. Et à chaque fois, vous voyez les textes, hein, j'ai repris soit l'introduction, soit un paragraphe du texte, soit l'introduction, soit un des premiers items de la réglementation en question, et ils explicitent clairement le besoin de valider les systèmes. Pourquoi valider? Alors, il y a cet aspect réglementaire, mais pas que. Parce que la validation des systèmes va permettre d'améliorer la satisfaction des utilisateurs. On va pouvoir vérifier l'adéquation du système avec les besoins utilisateurs. Les utilisateurs, les key users, les opérationnels de la société vont être impliqués dans le processus de validation. Donc ça va leur permettre de vérifier qu'entre leurs besoins et le système qui est mis en place, il y a adéquation. Cette implication va aussi amener à une compréhension détaillée des mécanismes de l'outil. Donc dans un ERP, outil plutôt complexe, c'est important. Documenter pour empêcher les dérives d'utilisation. Là aussi, la compréhension détaillée va permettre d'expliquer, de former, de constituer des guides utilisateurs, d'adapter les procédures internes à la société pour une meilleure compréhension de l'outil. Maîtrise des coûts, diminution des risques de non-conformité. Si on connaît mieux son outil, on peut en limiter les éventuels travers et éviter les non-conformités. Et puis une fois que le système est validé, il n'y a plus forcément de vérification nécessaire à faire, de redémontrer à chaque utilisation que notre système est sous contrôle. Alors la validation, c'est pas quelque chose qui est à part du projet. C'est quelque chose qui est intégré au déroulement d'un projet d'implémentation d'un nouvel outil. Donc ici, j'ai résumé de manière assez synthétique hein, les grandes étapes, les grandes phases d'un projet d'installation d'un nouvel outil, la partie conception, la partie construction, la partie recette, la partie démarrage. Et j'ai positionné
En bleu, ici, des éléments qui paraissent incontournables d'un projet. On explique ce dont on a besoin et on spécifie le paramétrage de l'outil. On va aller jusqu'à l'étape où on va démarrer l'outil et cette étape est symbolisée par ce petit drapeau. J'ai mis en valeur d'une couleur différente le plan de validation qui, lui, décrit toute la future démarche de validation qui intègre au projet, et puis son pendant, le rapport de validation qui va rendre compte de ce qui a été fait en regard du plan. Et ensuite, j'ai positionné en vert ici, alors bien sûr un petit peu cadencé dans le temps, les différentes grandes étapes et grands livrables de la validation. Évidemment, en fonction de la nature de l'outil, de la complexité de la société, ce schéma théorique, il va s'adapter, il va évoluer, il sera plus ou moins complexe. Alors, le plan de validation, on en a parlé, et c'est à mes yeux un des documents importants, peut-être pas le plus important, mais vraiment un document très important qui cadre toute la démarche. Ce qui est important de faire dans ce document, c'est de présenter le projet, et pas simplement qu'au sens de la validation qu'on veut dérouler, mais vraiment quels sont les objectifs de l'entreprise. Est-ce que ça va être un outil corps modèle? Est-ce que ça va être déployé sur plusieurs sites? Qu'est-ce qu'on en attend en termes d'amélioration pour montrer l'ampleur du projet, cerner le périmètre total de ce que l'on attend de cet outil ERP. La présentation du système informatisé de son organisation. Donc là, on est plus sur l'outil lui-même, mais pas que. Je vais préciser ce que j'entends par système informatique. Donc système informatique, c'est l'outil, le réseau, son infrastructure, ses bases de données, son logiciel applicatif, votre poste de travail, etc. Le système informatisé, c'est la même chose, plus les gens qui sont autour, qui utilisent ce système, qui le font vivre, et puis l'organisation qui est mise autour pour ce qui éventuellement ne serait pas dans le système, mais qui relève de l'activité opérationnelle des utilisateurs. L'organisation et la stratégie de validation. Donc, en regard de l'objectif global du projet, de ce qu'est le système informatisé, on va organiser et définir une stratégie de validation qui sera variable en fonction du projet, qui dépendra du projet. Donc, elle n'est pas forcément figée telle que je vous l'ai présenté de manière un peu symbolique dans le flowchart précédent. C'est quelque chose qui peut être adapté aux besoins du projet. Une fois qu'on a défini les grandes étapes, la stratégie de validation, on va définir aussi qui fait quoi. Donc les rôles et responsabilités. On peut apporter dans ce plan des éléments un peu plus détaillés sur les objectifs de chacun des grands livrables de la validation. Et puis, on va définir aussi des critères d'acceptation de cette validation. Alors, Jérôme, est-ce qu'on peut juste revenir sur le slide précédent? Oui. Voilà. Donc là, je pense que sur cette notion de plan de validation, il est vraiment important de comprendre que c'est là où vous allez pouvoir vous adapter au contexte de l'entreprise. Et dans le dispositif médical, on a beaucoup de PME sur lesquelles il y a des problématiques de disponibilité de ressources. Ils font appel à des intégrateurs. Il faut trouver la bonne articulation avec les intégrateurs. Il faut trouver la bonne articulation avec des systèmes qui vont être cloud, pas cloud. Et il faut trouver avec le télétravail la bonne articulation pour travailler d'une manière collaborative, parce que comme c'était indiqué dans le slide précédent, on parle de validation maintenant intégrée depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'il va falloir éviter la redondance des tests. Et donc c'est là où l'expérience va pouvoir se traduire dans le plan de validation pour trouver la bonne organisation autour dans cette stratégie de validation. Et cette stratégie, donc, elle est exprimée dans le plan de validation. Voilà, et en fonction du déploiement, puisqu'on a quand même si c'est des PME, on a un travail collaboratif avec des sous-traitants en R&D, en production. Donc voilà, il faut arriver à trouver cette bonne articulation. Hein.
avant de passer au slide suivant, je voudrais voilà, lancer un petit sondage sur une chose très terre à terre avant qu'on passe au process. Si vous voulez bien y répondre. Alors, on n'a pas forcément c'est juste un petit sondage. Hein. Si vous voulez bien y répondre et après vous allez comprendre un petit peu pourquoi, si tout le monde veut bien répondre. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est assez intéressant. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai un taux de vote qui n'est pas terrible. Je suis qu'à 30%. Donc, si tout le monde veut bien faire l'effort de voter. Alors, effectivement, certains qui me disent qu'il n'y en a aucun de la liste. Hein. Mais là, d'habitude, on a un taux de vote qui est plus important que ça. Voilà. Mais le retour que vous aurez, c'est que vous aurez évidemment les résultats de l'ensemble des participants. Donc, ça vous permettra de vous positionner. Alors, cela étant dit, il y a quand même pas mal de gens qui me disent que c'est aucun de la liste. Voilà. D'accord, donc c'est intéressant. C'est parce que les personnes n'ont pas de RP. Il y a aussi des gens qui, oui, il y a aussi des gens qui. Bon, je vais partager le résultat hein, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc c'est ce qu'on constate un peu sur le marché. Hein. Des entreprises, enfin voilà, on trouve beaucoup de SAP, de X3, un peu d'IFS, un peu de Lawson, et puis effectivement, on a des gens qui n'ont pas de, qui ont d'autres ERP que ceux-là. Hein. Mais le choix technique est important parce qu'effectivement, en fonction des ERP, il y a quand même des fonctionnalités qui sont disponibles ou qui ne le sont pas. Voilà, je vais masquer. Jérôme, tu es toujours avec moi? Oui, mais Philippe, vous êtes toujours là? Vous Oui. m'entendez? Oui. Vous pouvez me redonner la main parce que je vous avais mis comme présentateur pour voir le résultat du sondage en fait. Ah ben non, mais il faut pas. Pardon. Il fallait pas bouger. Ah, Donc je te remets présentateur. merci. Voilà. Merci. OK. Et je vais relancer un autre sondage. Alors, ne riez pas trop fort, hein, mais c'est quand même important. Et répondez, s'il vous plaît, d'une manière honnête. Hein, voilà. On ne communique pas, comment dire, à qui que ce soit hein, les résultats. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, si vous pouvez voter un petit peu plus. Voilà, on a un taux de vote, on a un taux de participation qui est déjà beaucoup plus élevé. Hein. Alors après, j'ai une question sur que mettre dans la section critères d'acceptation. Bon, ça, Jérôme va y répondre. Va y répondre par la suite. Hein. Ok, je vais partager le résultat. Voilà. Donc, vous voyez, on a 2 tiers, 1 tiers. Hein. C'est quand même intéressant hein, de voir que voilà, on a quand même des gens qui sont un peu rattrapés par cet aspect de validation qui constitue un écart. Hein. Voilà. Donc pour les gens, comment dire, pour les 30%, c'est intéressant ce qui va suivre. Et puis pour les 71%, généralement, il y a toujours des choses à améliorer. Donc on va voir ça avec Jérôme. Hein, parce que même dans le 71%, on sait très bien que d'un point de vue de change control, etc., bon, il y a toujours des choses à rattraper. Voilà, Jérôme, je te redonne la main. Oui, merci. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. Oui. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de l'ERP et de la démarche de validation.
j'ai présenté le fait que l'ERP permettait d'avoir, enfin la démarche de validation permettait d'avoir une meilleure compréhension de l'outil. Une manière de bien comprendre cet outil, c'est déjà d'en décrire les différents processus. Ça permet de définir ceux qui sont dans le périmètre réglementaire qu'on va chercher à adresser par la validation, et puis d'identifier des données clés réglementaires de ces processus, parce que c'est ce qu'on va essayer de démontrer qui est bien géré en fait, dans l'outil. Alors sur le périmètre réglementaire réglementaire d'un ERP est assez vaste. Alors quelle que soit la réglementation ou le référentiel que l'on choisit, on va toujours couvrir plus ou moins ces mêmes flux. Et que ce soit BPF, les 21 CFR Part 211 donc pour les médicaments, ou le Part 820 pour les dispositifs médicaux, ou l'ISO 13485. Tout ce qui va être administration du système, interface et transmission de données. Tout ce qui va être référentiel, alors j'utilise aussi le terme données de base ou le terme de données statiques. C'est des données qui structurent une partie du comportement de l'outil, donc aussi bien au niveau des clients, fournisseurs, articles, nomenclature, gamme et paramètres structurants. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui va être les différents flux d'entrée et de sortie matière dans le stock géré par l'ERP. Alors avec en amont les commandes d'achat, la réception des retours fournisseurs, tout ce qui va être mouvement de stock interne, changement de données sur ces stocks, mais le stock n'est que mouvementé en interne en plus et en moins dans la société. Vous allez avoir tout ce qui va être qualité, donc aussi bien contrôle qualité que libération de l'eau, toute la partie fabrication, le conditionnement. Alors là aussi, les termes, on parle de production, fabrication, conditionnement. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais grosso modo, c'est ce qu'on cherche à adresser. Tout ce qui va être flux de sous-traitance, on échange de la matière avec des sous-traitants. Et puis l'aval du processus, la vente, livraison, retour client. Alors une manière de représenter ces flux et de se les appréhender et d'appréhender la complexité et puis surtout le fait aussi qu'un certain nombre d'intervenants différents de la société, d'opérationnels différents vont jouer dans l'ERP, c'est de représenter sous forme de schéma. Je trouve que c'est une représentation qui fixe assez rapidement ce qu'on cherche à faire. Donc là, j'ai pris un exemple commande de vente. Le terme allocation. Alors allocation, les personnes qui connaissent GX3 savent d'où ça vient. Dans d'autres outils, on parlerait de réservation, etc. Livraison, retour client, facturation, paiement. Donc la définition du processus réglementaire sur cet exemple et les données clés réglementaires. Le périmètre réglementaire va plutôt concerner toutes ces étapes, commande de vente, allocation, livraison, retour client, tous les aspects facturation, paiement, qui sont plutôt de nature financière, vont être hors du périmètre réglementaire où on l'entend au sens santé du patient. Si vous aviez des contraintes Serman-Oxley, évidemment que ce périmètre-là pourrait être pris en compte, mais dans le cadre d'un projet qui se destine plutôt à démontrer ce qu'on maîtrise sur Serman-Oxley. Et les données clés réglementaires de chacune de ces étapes, c'est par exemple, alors là aussi c'est que des exemples, hein. Ça va dépendre de la nature de l'outil, de comment il est structuré. Mais en l'occurrence, est-ce que on va prendre une commande de vente pour un client qui est autorisé à recevoir les produits en question? La location, est-ce qu'on va pouvoir la faire sur des lots qui ont un statut adéquat? Même chose au niveau de la livraison. Et puis, j'ai aussi noté l'adresse de livraison. L'adresse de livraison, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à avoir les adresses de livraison physiques vers lesquelles sont partis les différents produits. L'utilité, c'est quoi? C'est s'il devait y avoir malheureusement un rappel de lot, il faut qu'on puisse très très vite retrouver l'endroit où sont physiquement partis les produits. Et la distinction entre les statuts au niveau de la location et de livraison, c'est que par exemple, on peut se permettre d'allouer, même si moi je ne le recommande pas à titre personnel, mais d'allouer une matière qui n'est pas encore libérée, donc c'est-à-dire de la réserver pour honorer une future commande de vente qui deviendra ainsi livraison. On peut allouer une matière qui est déjà acceptée, déjà libérée, mais aussi une matière qui est en cours de contrôle. Par contre, au niveau de la livraison, on n'autorisera pas le départ de quelque chose qui n'a pas été libéré.
Et donc, à partir de cette définition du périmètre réglementaire, à partir du moment où on a été capable d'identifier les étapes des processus qui sont dans ce périmètre, d'identifier les données qui sont impactées dans ce périmètre, on peut définir des défaillances potentielles et des mesures d'atténuation. Alors toujours pour reprendre l'exemple que j'avais cité, la défaillance, ça serait de livrer un client non autorisé, d'allouer sur un lot dans un statut qui n'est pas autorisé, même chose au niveau de la livraison, et puis une adresse de livraison erronée. Et l'atténuation, là on va être plutôt de l'ordre de la spécification fonctionnelle, donc là on se rapproche beaucoup plus de ce que l'outil est capable de faire, et donc on va trouver les paramétrages, les fonctionnements qui permettent de diminuer le risque en question, en paramétrant par exemple des couples articles clients qui permettront une sélection plus facile lorsque l'administration des ventes enregistre sa commande de vente, qui seront une manière plus simple pour les gens qui effectuent cette opération de sélectionner pour un client donné les couples articles lots qui lui ont déjà été associés. Au niveau des statuts, c'est ce que j'expliquais sur le statut A ou le statut Q autorisé en allocation, mais qui ne sera pas autorisé en livraison. Et puis l'adresse de livraison non modifiable, le fait que, par exemple, le magasinier ne puisse pas avoir accès à l'adresse de livraison. Il est lié à la commande. L'adresse de livraison, il la voit, mais il ne peut pas la modifier pour ne pas modifier quelque chose de manière non durable dans l'outil et perdre la traçabilité de l'adresse physique de livraison à laquelle sont partis les produits. La qualification de conception. La qualification de conception, ou de grande étape de la validation, ça va être justement de vérifier l'adéquation du paramétrage et des spécifications fonctionnelles, des éléments qu'on vient de voir qui étaient présentés sous forme d'atténuation, qui sont les éléments qui vont permettre de s'assurer que l'outil fonctionne comme on le souhaitait. Et ces spécifications fonctionnelles qui sont exprimées en général dans un langage intelligible par à peu près tout le monde, peuvent se traduire par du paramétrage qui est un petit peu plus spécialisé, on va dire, et qui est peut-être un peu moins accessible. Et donc, il faut qu'on garde le lien entre ce paramétrage et ces spécifications fonctionnelles. Et bien sûr, il faut que le processus soit documenté. Donc on va s'assurer de la qualification de conception, que les spécifications fonctionnelles et paramétrages sont bien mis en adéquation et que c'est documenté. Alors une méthode pour ça, c'est de commencer à établir une matrice de traçabilité, d'identifier des manques et de définir et de prendre des décisions d'action corrective si on constate qu'il y a un petit peu trop de trous dans la raquette. Donc là, de manière très symbolique, j'ai représenté encore, toujours à partir de l'exemple de livraison dont on parlait, des différentes atténuations possibles. Qu'est-ce qui relève du standard de l'outil qui permet de fonctionner normalement? Et puis, qu'est-ce qui relève d'un paramétrage particulier qui n'est pas forcément défini au départ, la plupart des outils étant par nature plutôt ouverts. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a rien qui documente le statut QWare, donc il va falloir produire un élément de paramétrage correspondant. Ensuite, les autres grandes étapes que vous aviez vues dans le flowchart global du projet, ça va être la partie installation, la partie qualification opérationnelle, la partie qualification de performance. Elles ont chacune des buts différents, mais elles reposent toutes sur une même méthodologie de rédaction de protocoles et de fiches de test, puis d'exécution et de rapport sur ces fiches de test exécutées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous avez une représentation des différentes couvertures que ces phases, ces qualifications vont permettre de faire. Tout ce qui est installation de l'applicatif, tout ce qui est test opérationnel, capitalisation de tests de recettes ou migration de données. Et puis toute la partie qualification de performance qui, entre autres, s'assure que toute la démarche de validation qui a été faite en amont a été documentée, que les gens ont été formés, que les procédures qui vont permettre de gérer le système sont disponibles et applicables, et puis les éventuelles procédures métiers qui sont impactées par les fonctionnements liés à l'outil, par l'organisation qui a été décidée d'être mise en place autour de cet outil. La matrice de traçabilité permet de démontrer la cohérence des actions effectuées depuis l'identification des processus jusqu'au test réalisé pour garantir l'effectivité des mesures d'atténuation prévues. Donc, le but du jeu, c'est bien de montrer que l'ensemble du système a été bien appréhendé. Dans l'objectif de maintien de l'état de validité du système, elle constitue une source d'information pour identifier les éléments à revoir
et ou à revalider en cas de changement ultérieur devant intervenir sur le système. Ça participe, cette traçabilité, ça facilitera les opérations de maintien d'état validé post mise en service du système. Donc là encore, on s'appuie sur la traçabilité qui a déjà été établie. Donc vous reconnaissez sur jusqu'à aspect fonctionnel ce qui était déjà dans le précédent tableau. Et puis ici, on va identifier dans chacune des phases de test quels sont les éléments qui permettent de documenter et de démontrer que ça a été correctement testé aux différentes étapes. Alors des fois, les documents peuvent être scindés en deux documents différents, des fois c'est le même document. Lorsqu'on est sur du fonctionnement standard et qu'il n'y a pas d'installation particulière, il n'y a pas forcément une fiche spécifique pour s'assurer qu'on a mis en place le paramétrage correctement. Donc voilà un petit peu l'esprit de cette démarche de traçabilité. Enfin, le rapport de validation, qui est le dernier grand livrable de la validation qui a été effectuée, il statue sur l'état de validation du système par rapport aux critères d'acceptation qui ont été définis dans le plan de validation. Alors, tout à l'heure, la question a été posée de savoir quels étaient ces critères d'acceptation. J'ai envie de dire, à vous de les définir, mais traditionnellement, on va s'assurer que l'ensemble des livrables de validation ont été bien produits comme il le convenait. Ce qui n'exclut pas que la démarche de validation peut avoir évolué en cours de projet pour des questions soit de validation, soit d'organisation du projet, mais dans ce cas-là, il faudra l'avoir documenté. Donc ça aussi, ça peut faire partie des critères d'acceptation. Dans les critères d'acceptation, on trouve aussi traditionnellement le fait que s'il reste des anomalies qui ont été relevées au cours de la démarche de validation, celles-ci ne sont pas bloquantes ou ne mettent pas en péril soit la santé du patient, soit les obligations réglementaires qui sont liées au système. Vous allez avoir un état de ces anomalies qui sont regroupées aussi dans le plan de validation. Voilà différents types de critères d'acceptation qui peuvent exister. On peut y rajouter le fait que la formation des utilisateurs finaux a été correctement documentée, que le système a été intégré dans les procédures et outils de maintien de l'état validé, etc. Donc, le plan de validation résume les va permettre de maintenir l'état validé du système post-validation. Je vais interrompre la présentation maintenant. Philippe, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Après, je vais passer la petite vidéo qui montre comment on peut, avec des outils, on peut supporter ces démarches de validation, surtout dans le cadre d'outils complexes comme les ERP. Complexe, c'est pas tellement forcément la complexité de l'outil, c'est le nombre important d'intervenants différents, comme l'a expliqué Philippe, entre les intégrateurs, éditeurs, les gens des différents services de la société qui sont impliqués du point de vue opérationnel, les gens qui soutiennent la démarche de validation, dont c'est le métier, qu'ils soient internes ou externes. Ça fait beaucoup d'intervenants et il vaut mieux avoir quelques outillages électroniques pour ne pas être tout en papier. Donc c'est un petit peu ce que je vais montrer dans la vidéo qui va suivre. Alors, Philippe, oui, des remarques? j'ai un petit sondage, hein, enfin bon, qui tombe un petit peu entre guillemets comme un cheveu sur la soupe, mais bon, ça permettra d'ouvrir un peu la discussion, même si on le fait rapidement, hein. Voilà, si vous voulez bien répondre à cette question-là. Encore une fois, le résultat du sondage est partagé avec l'ensemble des participants et c'est assez instructif, hein. Alors peut-être ça va être, c'est même très intéressant parce que j'ai la question autre qui remporte un vif succès. Quel est le sondage, Philippe? Je n'ai pas Tu suivi. dois le voir à l'écran là. J'avais déjà préparé la vidéo en fait, donc malheureusement je ne Ah, pourrais plus. ok. De toute façon, je vais le partager là, donc tu vas le voir. Oui.
Donc, je vais partager le résultat. Voilà, donc vous voyez, on est plutôt orienté dispositif médical et pourtant, le référentiel le plus connu par l'ensemble des participants, enfin, c'est autre, hein. Mais sinon, en deuxième position, on a le GAMP 5 et la 80002 qui est normalement le référentiel, je dirais, opposable. Alors, ce qui serait intéressant, alors j'ai une question, et quand on connaît GAMP et ISO 8002, ah oui, bah, oh, bon, ok, bon, je mettrai des choix multiples la prochaine fois, hein. Par contre, il y en a qui m'ont mis autre. Alors, est-ce que les personnes qui ont mis autre peuvent lever la main? Et à ce moment-là, je leur ouvrirai le micro pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils ont mis derrière autre. Alors, personne. Une petite main, normalement, que vous pouvez utiliser là pour. À ce moment-là, si vous la levez la main, je vous ouvrirai le micro. Mais bon. Le vrai sujet, en fait, c'est que avec les intégrateurs, il y a de plus en plus d'intégrateurs qui travaillent en mode agile, hein, et que ces référentiels-là, en tout cas GAMP 5, à l'époque, ça fait quelques années maintenant, est plutôt orienté cycle en V. 8002, ça reste encore un petit peu cycle en V. Et il y a quand même beaucoup d'intégrateurs qui ben voilà, qui sont passés à l'agilité. Donc, c'est un peu si l'esprit reste le même, il faut quand même s'adapter, hein. Voilà. Donc, avant de passer à la vidéo, je vais passer à un autre sondage. Alors, c'est pour les gens, c'est pour les 70% des gens qui font qui ont déjà validé leur ERP. S'ils veulent bien répondre, voilà, pour savoir si est-ce que vous avez fait votre validation en mode papier, hein. Bon, Jérôme n'en a pas trop parlé là, mais la validation, il y a quand même une notion de preuve qui est importante, donc beaucoup de copies d'écran, autre chose comme ça. Donc, bon, on va voir. Alors là, j'ai que 58% des gens qui ont voté, donc pour que ça soit bien représentatif, il faudrait probablement que quelques personnes supplémentaires votent, hein. Voilà, encore un petit peu. Si on pouvait... Bon, évidemment, j'ai un taux de participation qui ferait pâlir à beaucoup de politiciens, mais si on pouvait augmenter encore un tout petit peu, parce qu'on est quand même une cinquantaine, hein, donc c'est assez représentatif. Voilà, donc je vais partager le résultat du sondage. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, la validation se fait quand même majoritairement, et de manière assez écrasante, hein, en mode papier. Voilà. Donc là, on est en plus sur un sujet ERP, donc c'est tout à fait cohérent à ce qu'on observe sur le terrain. Et ben voilà, on va essayer de vous montrer qu'il est possible de faire autrement, hein. C'est ce que font déjà 38% des gens. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont... est-ce qu'on peut prendre une personne qui aurait répondu oui et une personne qui aurait répondu non et qui voudrait partager un petit peu son expérience avec l'ensemble des participants? Il suffit de me dire OK pour OK, je veux bien comment dire partager dans les questions, hein, ou sinon lever la main et à ce moment-là, je ouvrirai le micro de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un se sent partant? Soit pour les oui, soit pour les non, quoi. Alors, j'ai quelqu'un qui répond. Personne. Personne se sent la volonté de témoigner. Ah, si, j'ai une main qui se lève. Alors, donc j'ai plusieurs mains qui se sont levées. Très bien. Donc, je vais ouvrir le micro à Cécile. Alors, le participant a coupé son son. Il faut que vous ouvriez votre son. Comment dire
Voilà, je vous envoie une demande d'activation du son. Cécile, Oui, voilà, bonjour. on vous écoute. Moi, Bonjour. je suis dans les oui. D'accord. Je sais pas si mon intervention sera intéressante. On a un système SAP qui a été validé en interne par un informaticien. Et donc, moi, je suis placée en qualité, donc j'ai vu le résultat. Donc, on garde pas tout, on garde juste le résultat des tests qui sont faits. Avec oui, non, comment les tests se sont passés. Moi, je suis pas sûre qu'on garde toutes les preuves des tests. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que le training des utilisateurs n'a été fait qu'après la validation. Ça n'a pas été aussi carré que la présentation que vous venez de faire. Oui, bon, ça c'est un peu normal, hein. Nous, on est consultants, donc dans un premier temps, on explique un peu la théorie, hein, et puis après, sur le terrain, on est obligé de s'adapter à la réalité, quoi. Mais oui, vous avez bien noté que normalement, la formation. La Voilà. formation, c'est un élément important de la validation. Mmh. Et Ok. effectivement, malheureusement, le naturel devant la charge de travail, c'est de se concentrer sur l'outil, mais la formation des utilisateurs et leur appropriation de l'outil pendant le projet de validation, c'est un facteur important de succès de l'intégration de l'outil dans la société. Surtout sur des systèmes qui sont lourds comme SAP. Oui, ce qui est difficile en fait, c'est que le protocole de validation et le rapport de validation sont écrits par des informaticiens. Ah, Je suis pas sûre que ça ça c'est soit idéal. oui. Oui. Très bien, on va prendre un témoignage peut-être sur parce qu'il faut que je garde quand même le timing. Quelqu'un qui aurait fait d'une manière non papier. Merci en tout cas, Cécile. Merci. Alors, Pierre-Yves. Allez, Pierre-Yves. Pierre-Yves, il faudrait qu'il active son micro. Alors, non, voilà. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour. Ouais, donc nous en fait, donc notre ERP c'est Microsoft Navision. Alors j'ai cliqué tout à l'heure Dynamics, mais en gros c'est ça. Et en fait, donc on a défini dans notre SMQ un certain nombre de procédures de validation qu'on suit et qu'on gère de manière incrémentale chaque fois qu'on fait un change dans l'ERP. Je ne vous dirais pas que la toute première version de l'ERP a été validée, mais en tout cas, tous les projets depuis plusieurs années maintenant suivent le même processus avec des specs qui sont formalisés, avec surtout en fait des tests qui sont décrits. Alors, on a tout rendu électronique puisqu'on a des modèles, notamment de tableaux Excel, qui permettent de lister les fonctionnalités, ce qu'on attend en fait du comportement des tests, les personnes qui testent, etc. Et on fait également, à titre de preuve, des copies d'écran qui démontrent en fait qu'on a bien joué les jeux de test. Et puis, il y a le rapport de validation à la fin. Donc, on compile tout ça dans un dossier et donc c'est ce qu'on présente à l'auditeur quand on est audité. Et le tout est géré informatiquement. Alors en plus, on a un système qui nous permet en gros de signer électroniquement les documents par les différentes personnes. D'accord. Ok. Donc vous signez les documents électroniquement, hein? Oui, oui. D'accord. Mais vous restez sur une approche document. Oui, on reste sur une approche document. Alors, j'ai peut-être pas compris votre question sur le fait que on valide dans mode papier ou pas. Disons, c'est du papier électronique, si vous voulez. Mais, mais le papier n'est jamais imprimé, quoi. Donc, oui, mais par contre, vous signez électroniquement. Donc, c'est quand même oui, une avancée. absolument. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup. On continue, Jérôme, peut-être pour que. Oui, tout à fait. Je suis désolé, j'avais d'autres personnes qui avaient peut-être levé la main. Alors peut-être une dernière. Allez, je vais quand même par. Voilà, Chloé, peut-être si vous voulez. Voilà, il faut que vous activiez votre son.
Parce que votre son est coupé, Chloé, donc on vous entend pas. Bon, ça sera pour une autre fois. Eh bien, tac, 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 tac. Allez, on y va, Jérôme? Merci. Oui, je vois que tu es nouveau la main. Ouais. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo. Je vais déjà arrêter tout de suite. Je vais vous présenter rapidement un petit peu ce que je cherche à montrer dans cette vidéo. Alors, on parlait de support électronique pour documenter les activités de validation. Alors, ce que je vous présente là, on a un niveau plus dans le détail de la manière dont on peut partager l'information pour la validation de l'ERP. Alors, j'ai repris, je suis resté dans la cohérence de ce qu'il y avait dans le PowerPoint. J'ai créé dans un outil qui s'appelle Jira Software différents items qui sont les éléments que vous avez vus dans la présentation sur la notion de commande de vente, d'allocation, de livraison, de clients non autorisés, etc. Les mesures qui relèvent de l'aspect fonctionnel et puis ce qui relève du test. Alors, je vais laisser un peu se dérouler la vidéo, mais donc, voilà, je montre l'outil Jira Software, les commandes de vente, l'ensemble des objets. Chaque objet est typé, donc les éléments du processus sont considérés comme des URS, expression des besoins utilisateurs. Les éléments de défaillance qu'on a vu tout à l'heure sont des types risques. Les mesures d'estimation des types spécifications fonctionnelles. Et puis les tests des types X-Ray Test, qui est un outil qui est lié à la suite d'Altation. Donc dans chaque objet, vous retrouvez une description qui permet d'avoir des éléments un peu plus détaillés et qui parlent un peu plus sur l'objet en question. Il ne faut pas négliger cette description qui est importante pour qu'on comprenne globalement ce qui se passe. L'objet, attendez, je vais arrêter la vidéo. L'objet de type URS était lié à un risque, le risque d'allocation non autorisée. Donc là, j'ai ouvert l'objet risque allocation non autorisée. Lui-même comprend une description qui peut expliquer là aussi un peu plus ce que contient l'objet. Et il est lui-même lié, donc on voit en amont à la partie URS et en aval à la partie spécification fonctionnelle. On peut parcourir de nouveau depuis cet élément de spécification vers cet élément de spécification fonctionnelle, avec là aussi une description et attention dans la partie description, quand je vais pointer dessus, je vais arrêter la vidéo. Ici, je précise bien quels sont les statuts autorisés et j'ajoute dans la description le statut qui n'est pas autorisé. Il faut bien que de ce point de vue-là, la spécification fonctionnelle soit complète. Alors le titre est un petit peu réducteur, allocation statut A et Q, c'est le sens nominal passant du système, mais effectivement on veut aussi s'assurer qu'on ne peut pas le faire dans le cas du statut R, c'est pour ça que je le précise bien dans cette description. Donc la vidéo va se dérouler de nouveau. Je vais parcourir jusque vers l'objet de type test, qui recomprend de nouveau une description qui rappelle l'objectif, cette fois-ci, de ce qu'on cherche à démontrer par ce test. J'ai créé dans ce test différents steps, différents pas de test, où on voit une action, des données à utiliser et un résultat attendu. Et on va tester les trois spécifications fonctionnelles que l'on attend, à savoir que les statuts A et Q sont allouables et que le statut R ne l'est pas. Je vais faire une pause de nouveau. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'outil qui documente les tests. Idéalement, pour pouvoir faire un testing avec cet outil et tester en parallèle sur votre ERP, c'est très bien de travailler en double écran. Sur un écran, vous avez votre outil ERP à tester. Sur un autre écran, vous avez cet outil de support du test qui permet de documenter les tests au cours de l'exécution. Et donc, ça évite de naviguer d'une fenêtre à l'autre et ça donne de la fluidité dans l'exécution.
L'intérêt, je répète, de cet outil, c'est que si vous êtes sur un ERP qui implique beaucoup d'utilisateurs différents, des fois sur des sites différents, le partage électronique, en se dispensant du papier, apporte une vitesse et une souplesse d'utilisation qui est importante. Donc je continue la vidéo. Je vais remonter sur mon objet test et je peux montrer que je peux le signer pour dire voilà, moi j'ai constitué mon test, j'ai décrit les pas de test et ce que j'en attendais, je suis auteur du test, je signe ce test pour indiquer que pour moi il est prêt à être exécuté. Pour le moment, je n'ai pas encore réalisé d'exécution sur le test. Hein. Simplement, je prépare mes fiches de test en amont. J'ai donc signé en tant qu'auteur. Tout en bas de cet objet, je peux lancer son exécution. Alors évidemment, ici, j'ai enchaîné les actions. Vous imaginez que dans un projet, on va constituer tout un ensemble de tests, de sets de tests qui vont être amenés à être exécutés ensemble. Souvent, ils décrivent tout un processus, donc ils ont une liaison entre eux, ils s'enchaînent. Les données qui ont été produites par un des tests permettent d'exécuter les opérations suivantes qui sont en aval. Donc, on va rarement passer de je rédige mon test et je me lance tout de suite dans une exécution. C'est une représentation des possibilités de l'outil que je suis en train de faire, mais évidemment que dans le temps, ces actions seront forcément plus ou moins décalées. Donc lorsqu'on a lancé le test... Jérôme, voilà, vous pouvez voir que sur cette section-là, il y a la notion de version, d'environnement. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est une problématique classique que l'on a, c'est de savoir en fait à quelle version du logiciel associer les exécutions. Hein. Souvent, c'est fait manuellement, donc voilà. Alors que là, on l'a directement. Et ainsi, également aussi les tests dans les différents environnements, environnement du AT, environnement de validation. Bon, voilà. Ça, c'est des choses qui sont déjà précalées. Donc ça, pour les gens qui connaissent Jira, c'est pas quelque chose qui existe hein, dans Jira en natif. Hein. C'est un plugin qui s'appelle X-Ray qui permet d'implémenter cela. Voilà, je te laisse continuer, Jérôme, parce que c'est vrai qu'on va... Donc ce panneau, il permet aussi de donner un titre à l'exécution. Alors là, je n'ai pas changé le champ que vous voyez ad hoc execution for ERP-13. ERP-13, c'était le numéro du test. Pour ceux qui ont eu le temps de capter l'information, ce qui n'est pas forcément évident. Et effectivement, comme l'a dit Philippe, on pourrait renseigner des éléments de versioning, d'environnement de test. C'est de la donnée générale qui va être liée à l'exécution qui suit lorsque j'appuie sur le bouton Create. On n'a plus de son, Jérôme, là. On t'entend plus. Il faut toujours avoir en tête l'objectif. Les pas de test peuvent servir à démontrer, certains pas de test peuvent servir à démontrer une partie des objectifs, et d'autres sont des fois simplement des pas de test de liaison ou qui permettent de parcourir de manière logique dans l'outil à tester l'information. Donc tous ne sont pas, on dirait en anglais, relevant, mais donc avoir un résumé de l'objectif de test en début de test, c'est toujours important de garder ça à l'esprit. Ça permet de juger si l'exécution qu'on est en train de faire, elle est pertinente ou pas. Donc, on retrouve les différents pas de test qui avaient été définis. On va pouvoir renseigner les résultats. Alors, vous imaginez qu'en parallèle, sur mon outil à tester, j'exécute des opérations. Ici, je ne fais que renseigner les résultats des opérations sur l'outil à tester. Donc là, je vais considérer qu'effectivement, il permet d'allouer des lots en statut A. Je vais pouvoir ajouter des preuves. Alors pareil, sur votre outil à tester, vous avez pu faire une capture d'écran. Vous pouvez la lier à ce step. Et vous voyez qu'il y a une preuve qui est liée. Si j'appuie sur ce bouton, je pourrais la consulter. Et puis maintenant, je vais enregistrer le résultat de mon pas de test en considérant que le step est passed. Je vais pouvoir passer au suivant.
Et puis, je viens d'être dérangé un petit peu comme tout à l'heure téléphoniquement. Donc, finalement, j'étais en train d'exécuter, mais j'ai pas pu documenter tout. Donc, je vais mettre mon PyTest en executing, simplement en cours d'exécution. Je vais retourner à mon test RP13 et à son exécution. On voit qu'il est exécuté. En cours d'exécution, pardon, excusez-moi. Voilà, on présente son statut et on peut retourner au test. On imagine que la conversation téléphonique que j'ai eue est terminée et que je veux relancer mon test à l'endroit où il en était. Je récupère mon exécution. Je ne reviens pas sur le premier PyTest qui est déjà fait. Je reprends sur mon outil à tester l'exécution du pas numéro 2. Je vais faire la même chose au niveau du pas numéro 3. Alors là, je n'ai pas insisté, je n'ai pas tout redocumenté pour ne pas alourdir la vidéo. Jérôme? L'ensemble de mes 3 PyTests prévus sont exécutés. Oui. Attendez, j'arrête la vidéo. On va interrompre la vidéo parce que sinon on va complètement déborder. Hein. Et on va continuer. Oui. La vidéo, si vous la voulez de manière complète, on vous la distribuera. Là, non seulement on vous a montré l'outil, mais on a peut-être moins insisté, c'est que tous les besoins, en fait, ça devient des stories pour les gens qui font un peu d'agilité. Et c'est ces stories qu'on récupère et qu'on peut mettre sous forme de spécification. Et on peut rajouter également aussi des attributs pour mettre l'analyse de risque. Hein. Bon, voilà. L'idée, c'est de vous dire, de partager avec vous que voilà, sur un ERP, c'est des projets où c'est vraiment collaboratif, il faut travailler avec son intégrateur. Donc, il faut avoir des outils qui soient web, qui soient collaboratifs, qui ne soient pas étrangers, comment dire, aux développeurs. Et pour les gens qui connaissent Jira, sur lequel éventuellement on peut faire le lien avec les développements spécifiques. Bon, l'objet du webinaire, c'est pas de rentrer trop dans le détail je dirais de l'outil, hein, mais voilà, c'est de vous montrer que au jour d'aujourd'hui, pour valider un ERP, on fait plus ça comme on faisait il y a 10 ans. Voilà. Alors, bien, je te laisse continuer, Jérôme. Oui, tout à fait. Donc, Philippe a résumé la fin de la vidéo, elle sera à votre disposition si vous le souhaitez. Maintenant, on passe un petit peu dans la partie point particulier sur les ERP. Le cœur d'un ERP, c'est de gérer les mouvements d'entrée et de sortie de stock et les mouvements de stock. Et en particulier, pour ce qui intéresse notre sujet, c'est de s'assurer que chaque fois qu'on fait des mouvements, ils sont faits sur des lots qui sont dans les statuts qui sont autorisés pour le mouvement en question. Donc c'est vraiment, j'attire beaucoup l'attention là-dessus. Il faut que vous focalisiez dans la compréhension du processus et dans la compréhension de ce qui est autorisé ou pas en termes de statut dans votre outil. Ça concerne à peu près tous les mouvements qui existent dans l'ERP, la réception, le retour fournisseur. Alors ça fait un petit peu redite de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais le contrôle qualité, les mouvements d'entrée-sortie sur WEF, la libération, la livraison, les retours clients, les changements de stock, la sous-traitance. Et sur les mouvements d'entrée-sortie sur WEF, il peut y avoir des fonctionnements qui peuvent être différents en fonction des catégories d'articles ou des familles d'articles qui sont concernés par ces mouvements d'entrée-sortie. Un petit warning aussi sur entrée et sortie diverses et les transactions d'inventaire. C'est des transactions qui sont très permissives en général, qui nécessitent d'être encadrées, de ne pas être données à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Elles sont tout aussi paramétrables que les autres, hein, mais on n'y pense pas forcément et c'est aussi des portes d'entrée qui nécessitent d'être contrôlées. La notion de droit d'accès aussi. Alors, vous êtes familiarisé maintenant avec ce petit schéma de processus sur la commande de vente. Les droits d'accès vont, puisqu'on a différents intervenants qui interviennent à des étapes successives et chronologiques dans le temps, on a différents intervenants qui utilisent le RP. Donc en fait, l'ensemble des droits des personnes sur les différentes fonctions doit être pris en compte. Et vous voyez que par cet exemple, on a rapidement beaucoup d'intervenants sur un seul et même flux. Alors, bien sûr, à adapter en fonction de la taille de votre société. Plus les sociétés sont petites, plus en général on va vers des hommes orchestres qui ont plusieurs casquettes. Mais toujours est-il que malgré tout, quelle que soit la taille de la société, la problématique de droit, il faut la gérer.
La partie audit trail aussi. Alors, on entend souvent parler d'audit trail. Par nature, la plupart des ERP, pour tout ce qui est données dynamiques sur les entrées, sorties, mouvements de stock, il ne faut pas trop se prendre la tête, comme on dit, sur cet aspect-là, parce que la plupart des outils sont construits pour documenter ces mouvements. Donc, par nature, en consultant ces mouvements, vous allez pouvoir trouver l'ensemble de l'information historisée de manière assez complète. L'article, le lot, la quantité mouvementée, l'intervenant, la date, l'heure. Toutes ces informations sont nativement disponibles dans les ERP. Par contre, après, il faut savoir où les consulter, évidemment. Par contre, ce qui n'est pas forcément de la même façon, même si les données existent en base de données, ça va être tout ce qui concerne les données statiques et les paramétrages structurants. Donc le tiers client, les fournisseurs, les articles, la catégorie d'articles, la famille d'articles, les gammes, nomenclature, paramétrage structurant, comptes et droits utilisateurs, tous ces éléments vont contribuer au fonctionnement de l'ERP et au fait qu'il soit permissif ou pas. Et là, par contre, en général, ce n'est pas forcément prévu nativement dans la solution de pouvoir les requêter. Mais il faudra s'en préoccuper. Donc, il faut veiller au paramétrage de ces éléments, les activer ou constituer des requêtes qui permettent de les extraire. L'activation du paramétrage va être vérifiée en qualification d'installation. Et en qualification opérationnelle, on va quand même, une fois qu'on aura généré un certain nombre d'enregistrements qui vont être trailés, on va aller consulter ces enregistrements pour montrer qu'ils restent lisibles par l'homme et qu'ils sont consultables de manière efficace. Parce que si vous avez un audit trail activé, mais que la manière de le rechercher dedans est pas très fine, vous pouvez consulter des milliers d'enregistrements les uns derrière les autres et vous n'avez aucune manière de rechercher ou de trier l'information, vous aurez certes audité votre information, mais elle ne sera pas vraiment exploitable. Donc en qualification opérationnelle, il faudra aller aussi vérifier qu'une fois générés, les éléments de l'audit trail sont consultables et sont pertinents. Enfin, la notion de signature électronique. Donc la signature électronique doit avoir la même valeur au sein de l'entreprise qu'une signature manuscrite, être définitivement liée aux documents auxquels se rapporte et aux enregistrements correspondants. Elle doit comprendre l'heure et la date de l'application. Donc cette signature électronique personnelle, vérifiée, déclarée auprès de la FDA, par exemple, quand vous commercialisez avec les États-Unis, constituée de 2 composantes dans ce cas-là aussi. Voilà. Cette signature électronique peut être mise en œuvre au sein de l'ERP à différents moments du processus à définir lors de la conception de l'outil. Donc là aussi, vous avez des choses à faire sur cette partie-là au sein de votre ERP. Enfin, la reprise des données. La reprise des données fait partie du périmètre de la validation parce que vous pouvez avoir paramétré correctement votre outil, mais il y a bien un moment, il va falloir l'alimenter en données. Donc elle inclut la définition des données à reprendre, les méthodes parfois complexes de traitement qui sont derrière ces données. Quand vous essayez de mettre toute une entreprise dans un nouvel outil, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de données, souvent venant de systèmes différents, voire même n'existant pas sous format électronique au départ, et qui vont nécessiter un nettoyage, une mise au format, des enrichissements. Donc ça, c'est un processus assez long, itératif. L'environnement de validation qui est nécessaire à la qualification opérationnelle va avoir besoin de données. Donc je pense que c'est un environnement qui idéalement peut être peuplé par la préparation et l'exécution de la reprise des données. L'itération du processus de migration sur cet environnement permet d'améliorer et d'affiner la procédure. Et cette procédure sera répétée ensuite sur l'environnement de production au moment du démarrage du système. Enfin, revue périodique, c'est une exigence revendiquée par l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication. Donc, dans cette annexe 11, il y a un paragraphe qui s'intitule 11 évaluations périodiques. L'objectif de la revue périodique est de s'assurer que les risques liés à l'utilisation et à l'évolution du système le long de son cycle de vie sont maîtrisés. Elle participe au maintien de l'état validé du système. Alors une liste non exhaustive, un petit peu comme quels étaient les critères d'acceptation de la validation, une liste un petit peu non exhaustive des éléments qui font partie de cette revue périodique. D'abord le contexte réglementaire auquel est soumis le système informatisé. Est-ce qu'il a pu évoluer entre le moment où vous avez validé votre outil et puis maintenant? La maîtrise des changements, la résistance de l'éditeur, des besoins internes et leur impact sur la documentation de conception, sur les besoins de revalidation. Donc, entre le moment où vous avez mis en service votre ERP et puis maintenant, il peut y avoir eu besoin de faire évoluer.
Donc là aussi, ça va rentrer en ligne de compte. On va évaluer les changements qui ont été faits, comment on a traité tout ça, est-ce qu'on a bien respecté les procédures qui étaient destinées à s'assurer qu'on requalifiait bien les éléments qui étaient amenés à changer. Gestion des incidents et des anomalies rencontrées dans la vie du système, la gestion des utilisateurs, des accès et des droits. Là aussi, on a mis en place des procédures de gestion des droits d'accès pour les nouveaux utilisateurs. Est-ce que si on audite, entre guillemets, la vie de l'ERP une fois qu'il a été mis en service, est-ce que ces procédures ont bien été respectées? Voilà, c'est ce qui est derrière cet item-là. L'audit réel des données, on a paramétré un audit réel, est-ce qu'il permet de voir des choses? Et puis, la sauvegarde, restauration, archivage, est-ce que le processus de sauvegarde est toujours en route? Est-ce qu'une restauration périodique à titre d'essai est toujours opérationnelle? Voilà, c'est un petit peu les éléments qu'on peut trouver dans la revue périodique. À vous aussi, en fonction de vos contraintes, d'enrichir cette revue périodique par les éléments qui vous semblent pertinents pour vous assurer que vous avez toujours votre ERP sous contrôle. On peut accélérer un tout petit peu Oui, je suis à quasi à la dernière slide. Là, c'est un exemple justement de ce qu'on pouvait trouver dans la revue périodique des utilisateurs, avec est-ce qu'ils sont formés, est-ce que ceux qui devaient désactiver parce qu'ils ne sont plus utilisateurs du système le sont, etc. Et enfin, identifiant unique des dispositifs, gardez à l'esprit que l'ERP va être une source d'information plutôt par interface pour alimenter toutes les bases de données que vous allez utiliser pour l'identifiant unique des dispositifs médicaux. Donc les transactions de libération et de cession de marchandises peuvent être prélevées dans l'ERP. Tout ce qui va être GTIN, lot, date de péremption, les statuts, les quantités, etc. Donc pensez à ça. Votre ERP peut être inclus dans le périmètre de ce que vous allez mettre en place pour la gestion d'identifiants uniques des dispositifs médicaux. Même si ce n'est pas lui qui détient toute l'information, qui est le cœur du système, c'est une source d'information qui est en amont de votre gestion. Voilà, j'ai terminé.